Alors nous venons de voir jusqu'à maintenant des présentations, des restitutions plutôt, des parcours commentés sous forme de photos gentiment disposées les unes à côté des autres, avec quelques extraits d'entretiens réalisés par les chercheurs avec les personnes enquêtées. Et puis nous avons vu quelques présentations sous forme de planches contact. Alors vous voyez un peu le principe de la planche contact. C'est pratique parce que très rapidement, comme ça, l'œil se promène sur les petites vignettes photographiques et puis on a comme ça la possibilité de s'approprier des ambiances, des problèmes, etc., etc. On en vient maintenant à des présentations de parcours commentés sous forme plus dynamique, de vidéos. Et avant de regarder des vidéos en bonne et due forme, on va regarder une forme intermédiaire, à savoir, je ne sais pas très bien comment dire, mais la vidéo de photographie. Et je vais prendre un premier exemple dans un travail que j'ai réalisé il y a quelques années maintenant avec des collègues pour le compte des élus en charge du vélo et des mobilités douces, élus de la ville de Rennes d'un côté et de Rennes Métropole, de l'agglomération, de l'autre côté. Tous les deux, ensemble, étaient décidés de faire une place plus grande aux aménagements cyclistes et ils avaient envie d'en savoir un petit peu plus quand même sur les pratiques des cyclistes. Comment est-ce que on se promène en ville? Quelles sont les difficultés qu'un cycliste peut rencontrer dans ses trajets? Quels sont les bons côtés du vélo? Quels sont les éléments sur lesquels une politique de communication pourrait rebondir pour inciter plus de gens à faire du vélo? Bref, la commande était simple, c'était la suivante: essayer de nous faire comprendre la pratique quotidienne du vélo. Alors vous en souvenez, nous avons examiné ensemble les enquêtes ménage-déplacement. Bien évidemment, les élus connaissent ces enquêtes, de grandes enquêtes statistiques très intéressantes, mais très pauvres au plan de la compréhension du vécu des pratiques. Or, la force du parcours commenté, c'est d'être centré sur la saisie de la pratique individuelle ou collective. Et donc, avec mes camarades, nous avons mis en place toute une campagne de parcours commentés. Au total, nous avons réalisé de mémoire une trentaine de parcours commentés avec des cyclistes, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des Rennais, mais aussi des habitants des couronnes, première couronne, deuxième couronne, troisième couronne de Rennes, des cyclistes convaincus, des vieux cyclistes ou des vieilles cyclistes qui avaient une pratique très, très maîtrisée, très experte, mais aussi des cyclistes tout nouveaux qui venaient simplement de se lancer dans cette pratique du déplacement. Et puis, nous leur avons demandé à tous de nous emmener en promenade avec eux, en parcours commenté. Ils étaient équipés d'un micro-cravate, comme celui que j'ai et que vous voyez sans doute accroché au haut de ma chemise. Un micro relié à un dictaphone. Le dictaphone était glissé dans une poche du manteau ou du pantalon ou du sac du cycliste. Aujourd'hui, les dictaphones ont 400-450 heures d'autonomie, donc nous étions tranquilles. Et puis, nous donnions un appareil photo au cycliste, lui-même, pour lui permettre de prendre des photos de son parcours. Et puis, l'enquêteur avait lui aussi un petit appareil photo, tout simple, et pour prendre les photos à la commande en disant « prends ça, prends ça, prends ça, prends ça ». Voilà. Les parcours à vélo duraient, je vais vous en montrer un bien sûr, les parcours à vélo duraient, les plus rapides ça a été une demi-heure en centre-ville, les plus longs ça a été 1 heure. Et puis la personne commentait librement son trajet. Au final, les sociologues que nous étions, nous avions pour chaque
parcourt une bande-son, donc de une demi-heure à 1 heure, en tout cas beaucoup de matériaux multipliés par 30. Et puis sur un parcours, disons, de 3/4 d'heure, nous avions approximativement, c'était variable bien sûr, mais 200, 250, 300 photos. Donc un matériau surabondant. Une petite précision sur les photos que l'on prend en parcours commenté, ce ne sont pas du tout des photos esthétiques. On n'est pas là pour faire joli. On n'est pas là pour prendre des choses qui seraient jolies. On est là pour prendre en photo les éléments qui permettent de comprendre les différents éléments de la pratique. Donc on prend souvent des trucs qui sont, entre guillemets, très moches. Quand on a fait nos parcours commentés en vélo, nous avons pris souvent des sols, le macadam, du béton, des cailloux, parce que pour les cyclistes, évidemment, c'est quelque chose de très important. Nous avons pris souvent des photos de champs, des photos de haies, des photos d'arbres, simplement parce que dans le périurbain, les cyclistes, ils avancent et ils disent « Ah, quand je passe ici, j'aime beaucoup ce champ, parce que l'été, il y a des coquelicots, ou parce que l'été, il y a du blé. J'aime beaucoup cet arbre, ou j'aime beaucoup, je ne sais pas quoi, moi, etc. etc. D'accord ? On prend des photos moches, j'aime bien le dire comme ça. Alors, trêve de propos, je vous montre un parcours commenté. Vous allez voir comment ça se présente. Alors, ce sont des parcours commentés qu'on a compactés, évidemment. Là, celui-là, il fait tout monter 6 minutes 40. Donc, on est passé d'1 heure à 6 minutes, de 250 photos à je ne sais pas combien, peut-être 30 ou 40 ou 50, d'accord ? Bon, allons-y. Donc on fait une petite présentation avec Joël. C'est un mordu de vélo, il en fait depuis 30 ans. Lui, c'est un vieux cycliste. Voilà. Et il fait entre 15 et 25 minutes pour aller au travail et entre 15 et 25 minutes pour revenir du travail. Donc c'est long, nous sommes au mois de février. Voilà, vous voyez, donc on a fait un montage. On voit donc il habite, je crois, de mémoire, c'est à Assigné. Pour l'instant, alors vous voyez les photos moches. Voilà, il a un vélo bien équipé, électrique. Donc la batterie est bien chargée. C'est quelqu'un qui est très prudent, bien équipé en matériel de sécurité. On va l'entendre bientôt. Donc voilà les îlots centraux qui empêchent les voitures de doubler et qui vont donc exercer une certaine pression sur les cyclistes lorsque la circulation est dense. Alors là c'est agréable, l'espace nature, en mis l'endroit où ils ont mis du sable là-bas au lieu de remettre une espèce de falin qui se stabilise. Le problème c'est quand on arrive ici, pour se raccorder sur la route avec les voitures qui arrivent quand même le matin à fréquence assez élevée. Donc pour s'intégrer dans la circulation c'est assez compliqué. Alors il y a deux solutions. Puis là on arrive sur des éléments un peu plus durs. Il n'y a pas de voiture qui arrive. Voilà, là il nous raconte que c'est difficile de circuler ici. Et puis que là, il y a un petit truc et il doit rejoindre la route. Après le pont, là-bas, on se retrouve le long. On rentre vraiment sur des problématiques de sécurité. Sur la voie de circulation de Rambier. On a avancé. Donc ici, on est dans le flux de circulation. Vous voyez, il circule sur un espace qui est véritablement dangereux. C'est glissant, il y a beaucoup de circulation, des camions, il y a des bus, des cars. Donc ici on approche du rond-point de la Marqueraie et on va être obligé de quitter la bande au-delà de la voie de circulation pour se réintégrer. Vous voyez, cette photo elle est assez forte, là il nous donne des détails. Là, ça devient un peu plus compliqué parce la que les piste voitures peuvent évidemment, elle se rétrécit. Les ronds-points, des moments très difficiles pour des cyclistes.
l'arrivée au dangereux, rond-point, c'est pas compliqué. compliqué, il ne faut pas s'arrêter, il faut rester sur la droite, bien sur la droite, pour ne pas gêner les voitures. Ça permet de s'intégrer assez facilement. Il faut faire comme ça parce que sinon on n'a pas de vitesse et là on devient dangereux. Et ce qu'il faut faire attention, c'est au moment où on coupe la sortie en fait, qu'il n'y ait pas une voiture qui vous prenne de travers sur le rond-point. Oui, parce que les voitures de sont mauvaise qualité il y a pour un cycliste. une forte densité de circulation, ils ne sont pas très rapides. Ça, des choses qui sont invisibles autrement. Les voitures vont très vite dedans. Et là, effectivement, c'est un peu plus embêtant. Je vais vous expliquer aussi, quand on sort du rond-point, les voitures puis en fait, un cycliste qui emprunte des espaces qui sont presque exclusivement faits pour la voiture. Là, pas de bande cyclable, pas de piste, rien du tout. D'énormes camions qui vous doublent. Voilà, alors, ça c'est une petite route qui pourrait être agréable, mais qui le devient de moins en moins, parce que de plus en plus de voitures l'empruntent. Là, il a l'opportunité de prendre une petite route qui normalement doit être un peu plus tranquille. Alors c'est une route en fait limitée à 50 et les gens ne respectent pas forcément. Elle est étroite, ce qui fait qu'on regarde la voiture au fond, ce qui fait qu'il y a assez peu de place. Et là les voitures nous servent réellement. Voilà, et il y les a gens un vélo respectent électrique, pas la alors il va limitation plus à vite 50. que nous. Donc en plus ça devient un Beaucoup plus endroit vite que assez dangereux pour les vélos. C'est une route qui pourrait facilement être interdite à la circulation et limitée aux seuls riverains et vélos. Avec deux panneaux, ça serait réglé. Et vous continuez par où après? Par là. Par là. Donc on va. Alors là, ça va bien, mais comme ils sont en train de faire des travaux et qu'ils vont désenclaver à Talente, il y a une route qui va arriver, une rue qui va faire une. On progresse, on toujours va se la lever. voir. Ouais. Okay. Là, c'est pas du tout circulé. Là, il n'y a plus rien parce que de toute façon, c'est un cul-de-sac. D'accord. Voilà, donc on a l'autre côté. Puis on est bientôt arrivé. C'est la piste cyclable qui permet de franchir le rond-point travail. Je sais pas comment ça s'appelle, des boulevards d'Allier. Et là on arrive, ouais c'est bien. C'est bien, sauf qu'il va y avoir un accès voiture ici, bientôt. Donc on va avoir bientôt une rue qui va passer là. C'est un problème aussi, c'est comment s'insérer en fait sur la rue du Chêne-Germain en venant de la piste cyclable. Alors c'est vrai, depuis qu'ils ont mis le feu de régulation, c'est plus facile. On attend un feu, on est à peu près sûr de passer. Avant, j'étais obligé de prendre le trottoir pour aller quasiment jusqu'à la polyclinique pour pouvoir prendre le rond-point. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire là. Le bazar des voitures. Pour ça, là, je vais couper à gauche, là, oui. Mais je vais essayer parce que c'est pas. C'est un peu compliqué. Voilà, il est arrivé. Ils sont horribles, ouais, ils sont vieux, machin. Donc voilà un type de parcours commenté. Je ne sais pas si ce que vous avez entendu ou pas entendu, parce que c'était sonorisé. Donc on a entendu le monsieur, je pense. Peut-être que vous m'avez entendu en plus, par-dessus. Thierry me dit que oui. En tout cas, vous voyez, on aurait pu faire un parcours commenté beaucoup plus long, très long. Ce n'est pas toujours nécessaire, parce que là, nous avions fait quelques parcours commentés, en fait, pour les présenter aux élus. Pour leur rendre les choses pas trop longues, vous savez, les élus, il faut que ça aille toujours très vite. Mais en même temps, on voulait leur permettre, en quelque sorte, de vivre l'expérience via d'autres personnes. Et là, vous voyez qu'avec ce parcours, normalement, on donne quand même vraiment à sentir et à comprendre que faire du vélo du périurbain vers le centre, c'est pas facile, que les problèmes de sécurité ce sont de vrais enjeux, très sérieux, etc. Et normalement, un élu un petit peu attentif ou un technicien un peu attentif, en 6 minutes, ici, en quelque sorte, il a eu l'impression de faire lui-même du vélo.
Ce que je veux dire par là, c'est que le parcours commenté, c'est très intéressant en fait pour deux choses différentes. Le parcours commenté, c'est un très très bon outil de recherche de terrain, parce que là, nous avions 30 entretiens, des centaines de photos, donc on avait un matériau d'analyse très riche. Et d'autre part, le parcours commenté, c'est un support de communication qui est souvent très, très utile, très percutant. D'accord ? Très, très percutant. Moi, je l'ai souvent utilisé pour essayer de présenter à des financeurs ou à des élus tel ou tel problème, et généralement, ça marche bien. D'accord ? Parce qu'on comprend bien. Voilà, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur tout un ensemble de sujets. L'année dernière, en TD, vos camarades de licence 3 ont utilisé ce mode de restitution, le parcours commenté monté en vidéo sonorisé, pour nous faire comprendre, par exemple, la difficulté de se déplacer en fauteuil roulant sur le campus de Rennes 2. D'accord ? A priori, on se dit comme ça, quand on voit rapidement, tout va bien, mais en réalité, des bordures de 2 cm, de 3 cm, il y en a absolument partout. C'est très compliqué, c'est épuisant, etc. D'autres ont utilisé ce mode de restitution pour nous faire comprendre quelle était l'activité de livreur Uber Eats, à vélo. D'accord ? Donc, un appareil photo, un micro embarqué, on suit le gars d'Uber Eats, et puis comme ça, on est avec lui, on voit quelles sont les dimensions de son activité. Dernier exemple de parcours commenté. Quelque chose de très différent, tout en étant très proche, bien sûr. Vous aurez tout ça à nouveau, hein, enfin, vous l'avez peut-être d'ores et déjà, c'est sur Cursus. Un parcours commenté, cette fois-ci en caméra vidéo. Quel est l'objet du travail? Ce n'est pas moi qui ai directement mené ce travail, c'est le travail d'une jeune collègue qui voulait comprendre comment des jeunes hommes, jeunes femmes, habitant Marseille, Villeurbanne à côté de Lyon et Saint-Denis au nord de Paris, comment ces jeunes se débrouillaient pour se déplacer dans leur grande ville, Marseille, Lyon et Paris, l'agglomération parisienne, se déplacer en utilisant leur smartphone. Pour le dire autrement, comment ces personnes combinaient les ressources du déplacement physique, le métro, le RER, la voiture, la marche à pied, la trottinette, le vélo en libre service, etc., etc., avec tout un ensemble de ressources numériques, le GPS voiture, le GPS piéton, les applis des transporteurs, les plans de ville, mais aussi la possibilité d'appeler quelqu'un quand on est perdu. Hein, le téléphone, c'est pratique pour ça, on peut se faire guider à distance. Hein, moi, salut Robert, je suis perdu, je suis sur cette place, et Robert nous dit, ouais, décris-moi ce que tu vois autour de toi. Alors on décrit, et puis Robert dit, ok, c'est bon, je vois très bien, prends à gauche, à côté du McDo, tu marches, et il guide à distance. C'est pour ça que le téléphone est un outil de mobilité vraiment extraordinaire. Mais cette jeune collègue ne voulait pas se faire promener par des entretiens, simplement, elle voulait voir avec ses yeux, sur la totalité des déplacements, ce que les jeunes faisaient avec leur téléphone portable d'une part, et puis avec les ressources urbaines de mobilité d'autre part. Voir. Donc mise en place de parcours commentés. Ça a été compliqué, c'est toujours un peu compliqué, hein, les parcours commentés, parce qu'il faut bien expliquer aux gens ce qu'on attend d'eux, le cadre dans lequel ça va être ensuite exploité, et puis après il faut leur vendre en quelque sorte le micro et le dictaphone. Ça passe, ça ne pose pas de problème, mais il faut ensuite leur faire accepter les lunettes caméra. C'est pas très compliqué parce que les lunettes caméra d'aujourd'hui
Ce sont des dispositifs qui ne valent pas très très cher. Hein, ça vaut 150 € pour les meilleures d'entre elles. Et puis ce sont des lunettes qui sont, quand on les regarde comme ça, qui sont un peu volumineuses, mais en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que ma camarade qui s'appelle Hélène a fait à cheval sur ces 3 agglomérations 60 parcours commentés de 1 demi-heure pour les plus rapides à presque 2 heures pour les plus longs. Les 60 parcours commentés étaient équipés de lunettes caméra, les personnes étaient équipées de lunettes caméra. Il n'y a pas eu un seul problème, aucune altercation, aucune méfiance d'aucune sorte. On a simplement l'impression que la personne a sur le nez une paire de lunettes un peu mode, un petit peu grosse, noire, avec une grosse monture noire, mais en fait ça passe très très bien. Et pour ma part, j'ai porté à plusieurs reprises des lunettes caméra, les mêmes. Dans le métro à Marseille, par exemple, on a les personnes en face de nous, à 50 cm, on se regarde dans les yeux et les gens ne voient pas que ce sont des lunettes caméra. Alors il y a dans la manche, dans la branche de gauche, le dispositif pour brancher la clé. Dans la branche de droite, il y a la batterie qui donne à peu près 45 minutes d'autonomie. Et au milieu, au-dessus du nez, il y a une petite pastille invisible qui est la caméra. Voilà. Donc ça marche très bien. On filme tout. L'angle de prise de vue est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on n'est pas un grand angle, mais c'est quand même assez grand angle. On ne rate pas grand-chose. Et pour des parcours commentés, intéressés notamment à la question du numérique, c'est génial. Vous allez le voir. Parce que quand la personne a son téléphone dans la main et puis penche la tête pour pianoter sur son téléphone ou pour zoomer, dézoomer sur un plan, la pastille de la caméra est clairement sur l'écran. Et là, on ne manque rien. Donc là, on est avec ce type d'outil dans une modalité d'enquête sociologique. On peut difficilement faire mieux. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Je me dois bien évidemment aujourd'hui, période de la RGPD, de vous signaler qu'évidemment, l'enquête avec des lunettes caméra pose énormément de questions de droit à l'image. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a le droit de filmer les gens, sauf s'ils s'y opposent explicitement, mais on n'a absolument pas le droit de produire nulle part les images tournées. Alors, sauf les images de foule, c'est-à-dire quand il y a un effet de foule, un hall de gare, une place, par exemple, il y a beaucoup de personnes, là on peut montrer les images, même si on reconnaît de temps en temps des visages. On considère que c'est la foule. Mais quand on voit directement et clairement une personne, 2 personnes, 3 personnes ensemble, on n'a pas le droit de montrer les images nulle part, jamais. Et notamment, on n'a pas le droit de les publier sur Internet. Alors il faut flouter. Il faut flouter les visages ou mettre les bandeaux noirs, mais c'est pas génial le bandeau noir, hein, ça fait un peu bagnard quand même. Mais il faut flouter les images, c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd, on peut le faire chez soi, il n'y a pas de problème, mais c'est pas facile. Eh bien voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, où sommes-nous? Nous sommes à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, à la mission locale. La date est fausse, hein, c'est pas du tout en 2012, mais l'appareil était mal réglé. Et puis, on va suivre tout simplement. Alors, le grand avantage d'un parcours commenté en lunettes caméra, c'est qu'on ne rate rien du tout. L'inconvénient du parcours commenté en lunettes caméra, c'est qu'on ne rate rien du tout. On ne rate aucune des séquences qui sont très très intéressantes, et on va en voir une tout de suite. On ne rate aucune des séquences qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Alors, normalement, c'est sonorisé aussi. Si ça ne marche pas, Thierry me fera un petit signe, mais normalement, ça marche bien. Là, je ne vais pas parler. C'est parti. Voilà ma camarade.
Et le jeune homme, vous voyez le dictaphone devant, là, c'est un gros dictaphone. Là, il règle la caméra, les lunettes caméra. Vous voyez le gros dictaphone. Encore, on en avait plus gros que ça, avec le micro-caméra. Ça y est, ça tourne. Bref, on commence par la séquence où le jeune homme est équipé. Alors, il sait évidemment de quoi il s'agit. Il sait très bien ce qu'on lui demande. Le parcours commenté, on ne prend jamais les gens par traîtrise. Hein. Ils sont associés. Et pour être complet, sur cette séquence d'enquête, ils étaient dédommagés financièrement. On leur donnait un bon cadeau d'une valeur de 50 €. De la RTT. Voilà, le jeune homme a les lunettes caméra sur le nez. Il n'a pas de téléphone portable. Pour nous, c'est très intéressant. Il n'a pas de téléphone portable. Alors on lui dit, où est-ce que tu vas nous amener? C'est lui qui choisit la destination, comme souvent sur un parcours commenté. Et il va nous amener à Kiloutou, qui est, je ne sais plus où, pas à Paris, mais à Kiloutou, du Stade de France. Vous voyez un peu? Alors, qu'est-ce que nous, on conclut tout de suite en voyant cette séquence? On conclut qu'il sait écrire, il sait lire très bien, il sait se servir de manière très fluide d'un téléphone, il sait aller tout de suite sur l'appli du transporteur RATP, puisqu'on voit que c'est la RATP. Là, il prend le temps de réfléchir, il regarde, et dans sa tête, il est en train de visualiser le trajet qu'il va faire ensuite avec nous. Là, on arrive sur une autre séquence très passionnante pour nous. Ce n'est pas son téléphone, donc il ne peut pas faire de screenshot. Mais il est rusé et il va se faire sa feuille de route. Ce n'est pas son téléphone, il ne peut pas garder la feuille de route de transporteur. Donc il se fait sa feuille de route à lui. On voit qu'il est gaucher et on voit surtout qu'il écrit parfaitement bien, de manière fluide, facile. Il organise très bien son trajet. Bref, nous avons passé 5 minutes avec lui. Et pour nous, c'est quelqu'un qui est déjà dans la catégorie des experts de la mobilité. Tout à fait autonome, il sait tout faire, il est créatif. Vous voyez la qualité du matériau produit par le parcours commenté et les lunettes caméra? Difficile de faire mieux, hein? Et puis vous comprenez bien sûr que ce niveau de détail d'information, on ne peut pas du tout l'avoir avec un entretien. Le gars, il ne va même pas penser à vous dire « j'ai écrit, je fais ma feuille de route sur un papier ». Alors, on ne va pas tout regarder, hein, on va avancer un petit peu, parce que moi, là, j'ai plusieurs séquences de 15 minutes ici, mais c'est un parcours qui a duré une petite heure. Voilà, donc ça y est, il a sa feuille de route et il dit à Hélène, d'accord, on peut y aller, je suis prêt. Allons-y en vrai. D'accord. Ok. Ok. Et bien c'est parti. Alors les gens, les personnes ne doivent pas enlever les lunettes caméra. Alors ça donne des choses comme ça, bien sûr. C'est pas forcément impérissable, hein, c'est pas du cinéma Scorsese.
Voilà, ça y est, le parcours commenté commence. Voilà, toujours la mission locale de Saint-Denis. Il faisait beau. On sort sur la dalle. Ça ne pose, je reviens là-dessus, mais ça ne pose aucun problème, les lunettes caméra. Hein, ça donne des choses très amusantes souvent. Il y a des personnes qui veulent bien, quand on travaille avec des gens qui habitent dans des endroits un peu particuliers, il y a des personnes qui veulent bien mettre les lunettes, mais après qu'elles soient sorties de leur quartier. Des gens qui ne portent pas de lunettes, par exemple, ne veulent pas être vus par des amis, par des voisins avec des lunettes un peu bizarres. Donc, et puis, la grande majorité des gens, jeunes ou adultes, j'ai fait des parcours avec des adultes, des parcours de lunettes avec des adultes. Non, ça va. Déjà, de base, Je trouve ça amusant. Alors, il y a beaucoup de prises de selfies hein, avec les lunettes. Puis là, c'est parti. On va descendre par là-bas. Donc, on a le tandem. Il n'y a pas besoin d'appareil photo puisqu'il y a les lunettes caméra. Oui. Super. Et quand on fait un parcours comme ça de mobilité, l'enquêteur, il est toujours petit au début, en 1975. Et là, nous, quand on fait des parcours, on est avec la personne, mais on est un demi-pas derrière elle. C'est aux personnes de prendre l'initiative, de s'arrêter, de tourner à gauche, à droite, de faire ceci ou cela. Mais on est avec eux parce qu'on discute, on continue avec eux. Oui, c'est à Porte de Ce sont Paris. des moments très très sympas, hein. Ce sont des moments d'échange, on discute, C'est un peu on à se Porte de raconte Paris. un peu Après, nos vies. là, il faudra demander ou. Alors pour ceux qui connaissent Saint-Denis, hein, on reconnaît le centre. Je laisse parce que je veux vous montrer encore une ou deux petites choses. Voilà, là c'est intéressant pour nous aussi parce que on observe que c'est quelqu'un qui sait où est le métro, première chose. Il ne cherche pas du tout la bouche de métro. Il s'y engage immédiatement. Il circule dans le métro sans problème. On voit le plan, mais il ne s'arrête pas sur le plan parce qu'il sait où aller. Et on est dans le métro. Toc toc, il avance. Non, je m'en papier. Toujours à l'aise. Et là, pour nous, c'est très intéressant aussi. Il a un pass Navigo, ok, et il sait très bien se servir d'un valideur, aucun problème. Donc c'est bien un expert. Et on le suit et on descend, etc., etc. On arrête là parce qu'on pourrait continuer longtemps. J'ai beaucoup de séquences, hein, bien sûr. 60 parcours commentés, ça fait 70 heures, ça fait 70, 80 heures de films. On a fini les parcours commentés. J'espère que j'ai été un petit peu clair. Vous comprenez que d'une part, c'est une technique d'enquête qui est parfaitement adaptée à la totalité des problématiques mobilitaires, d'une part, et que d'autre part, c'est une technique d'enquête qui est d'une richesse vraiment remarquable. D'accord ? C'était la première des techniques mobiles que je veux évoquer. Terminé, je ferme le dossier parcours commenté. Je vais aller plus vite maintenant sur la présentation d'autres techniques mobiles
Et je vais, il faut que je trouve mon petit exemple. Je vais vous montrer une autre technique intéressante que l'on appelle le shadowing. Alors le following, mais plutôt le shadowing. Alors shadowing, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est clair, hein, le shadowing, ça veut dire en fait se faire l'ombre de la personne que l'on suit. Mais on n'est pas du tout dans une configuration parcours commenté. On suit les gens, on suit leurs déplacements, mais en quelque sorte sans se faire voir. Je prends un exemple que je trouve vraiment très passionnant. Vous aurez cet article sur Cursus. C'est le travail que j'emprunte à un chercheur qui s'appelle Julien Morel, qui est à Télécom, et qui a publié en 2002, c'est vieux, dans la revue Réseau, un article dont le titre est le suivant, « Une ethnographie de la téléphonie mobile dans les lieux publics ». Beau sujet, en 2002 c'était un vrai problème, parce qu'en 2002, le téléphone portable n'était pas encore tout à fait, enfin il n'avait pas la place qu'il a dans notre vie d'aujourd'hui, et puis notamment quand vous téléphoniez en parlant un petit peu fort à la terrasse d'un café ou dans un arrêt de bus ou sur une place publique, certaines personnes étaient gênées, énervées, etc. Le téléphone perturbait le fonctionnement de l'espace public. On est bien sur un sujet de mobilité, hein, vous vous rappelez, mobilité virtuelle. On est là-dedans. Et puis sur la question de l'espace public, qui est une belle question de sociologie. Comment enquêter cette question? C'est super compliqué, c'est très très compliqué. D'accord ? Comment se mettre en position de voir sérieusement, de produire un matériau de qualité sur les usages du téléphone portable dans les espaces publics et la manière dont l'entourage, les passants, réagissent. Pas facile, hein ? L'entretien, ça n'a pas de sens. L'entretien collectif n'a pas de sens. Le parcours commenté, pourquoi pas éventuellement, on peut imaginer un dispositif de ce type, mais Julien Morel a choisi autre chose, le shadowing. Le shadowing, ça consiste tout simplement à se planquer. Voilà. Alors je vais revenir, je circule, voilà. Ça consiste à se planquer, à se cacher et à espionner les gens. Voilà. Donc vous voyez quelqu'un qui marche dans la rue, le Bastard, à Rennes, il est en train de téléphoner, vous vous dites super, c'est mon sujet d'enquête, eh bien vous vous mettez un petit peu près de lui, à 5 mètres, et puis vous le suivez, l'air de rien, voilà, vous le suivez, vous regardez, vous écoutez, vous prenez des photos, comme Julien Morel l'a fait, il a pris des centaines de photographies, et puis voilà. Et puis quand vous avez épuisé en quelque sorte ce que pouvait vous apporter une première personne, eh bien vous cherchez quelqu'un d'autre qui téléphone par exemple à la terrasse d'un café, puis vous vous offrez un café, vous vous mettez à côté à la terrasse et discrètement, très discrètement, vous prenez des photos, vous écoutez et puis vous constituez votre corpus de matériaux d'enquête comme ça. Shadowing en étant une ombre, following en suivant l'autre. D'emblée, bien sûr, vous le comprenez, ça pose deux questions. La première question, elle est pratique, il ne faut pas se faire choper, pas se faire attraper, parce que si la personne se rend compte que vous la suivez, vient vers vous, on peut discuter, puis vous pouvez vous faire comprendre, après tout, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un qui ne va pas du tout apprécier, ça peut tourner au vinaigre, etc. On n'espionne pas les gens. On n'espionne pas les gens, on ne les prend pas en photo d'une manière clandestine, etc., etc. C'est clair.
Donc il y a une première difficulté de l'enquête, c'est le risque personnel. Deuxième difficulté de l'enquête, elle est très importante aussi, c'est une difficulté de déontologie. Alors là, c'est encore plus limite que dans le cas des parcours commentés filmés. Voilà, hein, vous voyez comment Julien Morel traite cette question